Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons ce matin pour une séquence consacrée au bilan de PSDR 4. Alors, nous aurons une intervention tout d'abord de Roberta Capello, qui est présidente du conseil scientifique de PSDR 4. Elle est dans sa vie professionnelle professeure d'économie régionale à Polytechno de Milan. Elle nous fera donc une intervention sur ce bilan tel qu'elle le tire depuis sa fonction de présidente du conseil scientifique, en se posant cette question ô combien intéressante de la conformité du programme au regard de l'esprit voulu par Michel Sédillotte. Son intervention sera d'une quarantaine de minutes, et puis ensuite il y aura 20 minutes consacrées aux questions, et Alain Rallet accompagnera Roberta. Alain Rallet est aussi membre du conseil scientifique de PSDR 4, professeur émérite à Paris-Saclay. Il travaille dans le laboratoire Rythme. Et donc, tous les deux, ils répondront aux questions que vous ne manquerez pas de leur poser. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, tout au long de l'intervention, intervenir dans le chat et poser vos questions. Et donc, on aura 20 minutes pour consacrer à la réponse à vos questions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Roberta pour sa présentation de sa vision du travail de PSDR sur ces 5 années. Ah, Roberta, on t'entend pas. Oui, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Je vais partager mon écran. Share. Voilà. Allez, ça va? Oui. Bien. Mesdames et messieurs, chers collègues et même chers amis, laissez-moi dire que je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même si virtuellement. Je crois qu'il y a un destin qui fait si que je n'arrive pas à vous connaître personnellement. Et je dis ça parce que je me souviens très bien que quand on a lancé le programme il y a 5 années, on a organisé à Paris une conférence. Et 2 jours avant, j'avais mon billet. J'étais très heureuse de venir à Paris. Et 2 jours avant, il y a eu une grève annoncée, une grève de l'Air France. Et j'ai passé 2 jours pour essayer de trouver une autre place sur un autre avion, et ça n'a pas marché. Et alors, j'ai raté le congrès. 5 années plus tard, aujourd'hui, on est de nouveau dans une situation peut-être même plus grave de ne peut pas nous trouver ensemble. Et ça me laisse une inquiétude parce que j'aurais bien voulu connaître et vous connaître et être là avec vous. Mais cette fois-ci, au moins, j'ai la possibilité de partager avec vous ce qu'on a fait, l'impression que le comité scientifique a de ces 5 années de travail. Le titre de la présentation est là, 5 années de recherche de PSDR, et j'ai voulu ajouter un sous-titre, un bilan positif. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vraiment un programme qui a un bilan positif, même si, comme on va voir, il y a aussi des points de faiblesse qui on ne doit pas s'oublier pour la prochaine fois, pour le programme qui suit. La deuxième raison pour avoir un titre comme ça, c'est qu'on doit avoir de l'optimisme dans une période si difficile qu'on a, et voir le futur comme quelque chose qu'on peut modifier, mais qu'on part d'une situation positive. Alors, dit ça, ce que je vais parler, c'est structuré dans cette façon. Je vais
passer un peu de temps sur le début du programme et toutes les influences extérieures qu'on a eues pendant ces 5 années. Puis, je vous donne une évaluation en chiffres très bref, mais surtout, ce que je veux faire est de vous donner une évaluation du programme par rapport à son esprit, comme Cécile a dit très bien dans son introduction. Et puis, vous donner des conclusions et des suggestions que le comité scientifique pense pour le programme qui va suivre, qui est appelé, comme vous savez, TETRAI. Alors, le début. Le début, c'était en 2014 avec la conférence du lancement du programme que j'ai raté, comme j'ai dit. On a eu 2 appels à proposition en 2014 et 2015 avec des thématiques qui, à mon avis, sont complexes et ambitieuses, mais aussi très riches par rapport aux problèmes qu'ils traitent et qui obligent les chercheurs à traiter. Les thématiques demandent une interdisciplinarité entre disciplines qui ne parlent pas toujours les unes avec les autres. Agronomie, zootechnie, écologie, économie, géographie, pour citer quelques-unes qu'on a. Comme je dis, les thématiques principales sont vraiment intéressantes parce qu'elles présentent des problématiques qui sont sur nos territoires et qu'on doit y réfléchir si on veut voir un futur soutenable pour nos territoires. Elles sont listées là, mais par exemple, les usages des sols et pressions foncières en zone rurale et périurbaine. Par exemple, un autre exemple, l'autonomie territoriale et le développement agricole, ils sont très grandes, elles sont très vastes, mais elles ont des questions qui sont très, très importantes à répondre. Le développement territorial, relations ville-campagne et les stratégies d'attractivité des territoires, hein, surtout des territoires ruraux, renouvellement des enjeux et des modalités d'intervention publique pour le développement régional et territorial. Alors, c'est quelque chose de très ambitieux. Dans ces 5 années, comme je dis, on a eu des influences extérieures qui ont mis à la preuve tout qui était dans le programme. Les équipes de recherche, le comité scientifique, le comité national qui organise le programme. Et je veux commencer par la première qui m'a frappé vraiment beaucoup. On a eu la perte immense et vraiment inattendue du vice-président du comité scientifique, M. Hubert Manichou, qui nous a laissé tout d'un coup en 2019. Et sa départition a laissé un vide humain, parce qu'il était une personne incroyable du point de vue de sa personnalité, de ses sentiments et de son attention vers les autres. Mais aussi une perte scientifique, un vide scientifique. Il connaissait très bien le programme, il guidait le comité scientifique, il aidait le comité scientifique en donnant des aides et des avis sans les imposer. Et ça était quelque chose pour moi aussi qui, je viens d'un autre pays et je ne connaissais pas le programme avant, ça a été une perte que je regrette vraiment du point de vue humain et scientifique. Mais ça, ce n'est pas la seule tragédie qu'on a eue. On a eu aussi le décès du professeur Nidou, qui était le porteur du projet Bioca en 2018. Et là aussi, on a eu un problème d'une perte immense du point de vue humain et scientifique. Puis,
on a eu les doutes sur l'existence des financements nationaux au cours de l'année 2016. Et ça a créé de l'incertitude au tout niveau. Hein. Le comité scientifique, la cellule nationale, les équipes, les porteurs du projet, on savait ce qu'on pouvait faire. Hein. Je me souviens très bien les réunions qu'on a eues et les problématiques que ça a causées. Puis, on a eu les impacts de la réforme régionale sur les partenariats. Et maintenant, on a le Covid qui a posé des problèmes d'organisation, de coopération, de synergie et des problématiques de toutes sortes, comme on sait. Bon, la première évaluation que le comité scientifique se sont données est que c'est déjà quelque chose si on est arrivé à la fin du programme. Vraiment, on doit dire qu'on a tout été des petits zéros et on est réussi à arriver à la fin du programme. Alors, pour l'évaluation que le comité scientifique va donner du programme, on doit vraiment faire attention à ce que c'est l'esprit du programme. Hein. Et comme on le sait, mais c'est bien de le répéter, il y a 3 principes qui font aussi que le PS2R, c'est quelque chose d'unique et d'original. Et je dois dire, pas seulement en France, mais je peux dire en Europe. Je ne sais pas les États-Unis, je ne les connais pas si bien, mais en Europe, c'est quelque chose d'original et d'unique. Alors, les 3 principes sur lesquels il pose et qui font aussi qu'il est unique hein, sont la nécessité d'encourager l'interdisciplinarité dans la recherche, souvent très sectorialisée. L'académie demande une sectorialité qui c'est quelque chose qui limite hein, la capacité de résoudre des problèmes, de trouver des solutions aux problèmes. Et ça, le programme a cherché à faire si que ça n'était pas le cas. La nécessité de mieux comprendre les enjeux territoriaux. Hein, le territoire ou mieux le développement régional ou territorial est l'objet de recherches qui implique par nature, hein, par la nature du problème, implique l'interdisciplinarité. Et le territoire n'est pas seulement un cadre géographique, mais un concept lié aux relations sociales. Et puis, il y a la recherche partenariale qui lie, dès la conception des projets, hein, la pertinence académique à des perspectives de transformation concrète des situations, c'est-à-dire l'académie au service des problèmes concrets, hein, pour la solution des problèmes concrets. On est convaincu qu'on a demandé beaucoup au projet, hein, parce qu'on a demandé 3 choses, 3 éléments de qualité. La rigueur scientifique, accompagnée par des hypothèses claires, analysées avec des théories et des méthodes scientifiques qui conduisent à une production scientifique, c'est-à-dire l'académie doit reconnaître le travail de PS2R comme des travaux académiques. L'interdisciplinarité et vision systémique, même, attention, même si une seule discipline pourrait donner une réponse. Et puis, la co-construction du projet avec les acteurs locaux en partenariat pour développer non seulement les résultats tangibles, mais, et ça c'est très important, des voies d'apprentissage collectif pour aider au renforcement des savoir-faire locaux pour résoudre, résoudre des problèmes locaux, mais généraux en même temps.
il y a des enjeux internes. Hein. Quand on fait de l'évaluation d'un programme pareil, on doit retenir dans la tête qu'il y a des enjeux. Et les enjeux sont là, on le sait, la différence de langage entre chercheurs de disciplines différentes est très différente, de l'économie à la zootechnie. Hein. Interdisciplinarité est quelque chose de très importante, mais très, très difficile à faire. Différence de questions, d'objectifs et de postures et de temporalité dans la recherche entre chercheurs académiques et acteurs locaux. Et différence d'intérêt dans la recherche entre chercheurs académiques et acteurs locaux. Les chercheurs académiques veulent rechercher quelque chose et les acteurs locaux demandent quelque chose d'autre. Et ça, c'est un problème qu'on doit résoudre dans les projets et faire attention et trouver un équilibre qui, quelquefois, n'est pas si facile à obtenir. Alors, la question qu'on pose est, est-ce que l'esprit du programme voulu par Michel Sébillot s'est révélé irréaliste? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas possible à obtenir? Hein? Bon, la réponse très synthétique est non, mais il faut du temps. Hein? C'est déjà 25 années qu'on y essaye, mais on n'est pas encore là, mais on fait des progrès terrifiants, Alors, pour comprendre pourquoi je dis ça, on va vous présenter une évaluation en chiffres très bref des 3 principes qui font de PS2R un programme original: la rigueur scientifique, l'interdisciplinarité et la co-construction des projets. Vous avez déjà vu ces données hier, ils ont été donnés par André Thor. Je vais vous les donner encore pour vous donner des messages un peu plus différents. L'interdisciplinarité, elle est là, elle est forte, au moins théoriquement sur la carte. Hein. Il y a beaucoup de projets qui sont interdisciplinaires à dominante sciences sociales. Il y a 13 projets interdisciplinaires mixtes et 2 projets interdisciplinaires à dominante sciences biotechniques. Mais on peut dire que 21 projets sur 33 ont une forte interdisciplinarité. Mais ce n'est pas le seul aspect important. Quand on regarde, quand le comité scientifique a lu tous les projets et tous les rapports finaux, on peut dire qu'il y a une grande variété de disciplines qui sont mises en place pour répondre aux questions. Environ 40 disciplines au total, et on peut les diviser entre 10 qui sont en sciences sociales, surtout économie et géographie, mais 30 qui sont en sciences biotechniques. Agronomie, écologie, zootechnie, etc. Alors, au moins du point de vue de tentatives, l'interdisciplinarité est là. La co-construction des projets, là c'est un graphe qui nous donne l'équivalent temps plein des équipes de recherche par rapport aux équipes partenaires en rouge. Le premier en jaune, les autres en rouge. Et vous voyez que tous les projets, les 33 projets, ont presque tout, ont une mixité d'équivalents temps plein. Hein? Mais ce n'est pas le seul chiffre. Il y a l'équipe de recherche impliquée dans le programme selon leur fonction ici dans ce projet. Et vous voyez que la répartition n'est pas à l'avantage de l'académie. Le pourcentage des chercheurs et d'enseignants-chercheurs est remarquablement limité quand l'esprit PS2R demandé. Par ailleurs, l'employé d'organismes partenaires sont là d'une façon
remarquables, par exemple. Et puis, il y a des ingénieurs, etc., des techniciens, etc. Hein, ça veut dire qu'il y a des fonctions différentes qui ne sont pas seulement académiques. Pour ce qui concerne la valorisation scientifique, bon, ça aussi, ça marche très bien. Si vous voyez là, la valorisation est par moitié une valorisation opérationnelle et pour l'autre moitié une valorisation scientifique. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et puis, si on regarde la partie de la valorisation scientifique, on voit que la façon dans laquelle les moyens à travers lesquels les résultats sont valorisés, ce sont la communication, parce que c'est quelque chose de très immédiat et facile, mais il y a aussi presque 25% des travaux qui ont été publiés sur des revues, et je dois dire que j'étais impressionnée par le fait que ces revues ne sont pas seulement nationales, mais même internationales. Et ça, c'est très important pour la valorisation scientifique du projet. Bon, mais tout ça, qu'est-ce que nous dit en termes d'évaluation qualitative? C'est-à-dire, quelle est la qualité des projets et surtout la qualité des résultats qu'on a obtenus par rapport à l'esprit du programme. Pas seulement les chiffres, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces projets de très intéressants et quelle est la qualité. Bon, on commence par une évaluation des caractéristiques qui sont propres de la génération 4 du programme. Et ce sont deux caractéristiques originales. La première est une attention particulière à la valorisation des résultats. Hein? Parce que, comme vous savez, il y avait une année, la dernière année, dédiée, consacrée à l'activité de valorisation. La deuxième caractéristique propre de la génération 4 du PS2R, c'est un renforcement du rôle des groupes transversaux. Et je dois dire que dans la dernière réunion du comité scientifique qu'on a eue il y a 10 jours, on était vraiment frappé et positivement frappé par le résultat obtenu sur ces deux caractéristiques. Le concept scientifique exprime une évaluation positive, mais avec des éléments critiques à considérer pour le futur. Hein. Je dois dire, et je veux souligner qu'on est encore en attente de le programme, des rapports final de groupes transversaux, hein, pour mieux valoriser leur contribution. Ça, pour dire que c'est une évaluation qui n'est pas basée, celle des groupes transversaux, qui n'est pas basée sur la valorisation, sur les rapports finaux qui doivent encore arriver. Alors, pour ce qui concerne la valorisation scientifique, on a une multiplication des formes de valorisation pour des supports de plus en plus variés. Et puis, l'intégration imaginative de la communication de la valorisation. Et le conseil scientifique a aussi pensé que dans le futur, on pourrait suggérer l'élaboration d'un projet de valorisation à présenter à la fin de la 4e année, quand les résultats les plus importants sont déjà là. Hein. Et cette valorisation va être ajoutée au bout d'enrichir la valorisation des bases données à tous les projets. Hein. On va penser à avoir une valorisation des bases et puis une valorisation particulière pour les résultats qui sont les plus importants et les plus forts. Pour ce qui concerne les groupes transversaux,
on doit dire qu'ils ont bien travaillé et ils ont produit de nombreuses interactions. Et leur activité est allée plus loin de ce que le comité scientifique pensait réalisable. Mais on doit retenir un enseignement. Hein. On doit prendre en compte le fait que les groupes transversaux ne peuvent commencer que tardivement, hein, et qu'ils ne sont productifs que quand les projets sont déjà très avancés. Et ça, c'est une limite, a été une limite dans cette expérience passée. Et on doit réfléchir sur comment ça peut être résolu. Allez, on va maintenant parler de l'évaluation du programme pour ce qui concerne les aspects positifs que le comité scientifique se sont de donner. L'approche pour sur le développement régional a été inégalement appliquée selon les projets et selon les régions. Hein, c'est marquement différent la façon dans laquelle l'esprit du programme a été acquis. Mais une bonne part des projets s'est confrontée à des approches originales, en forgeant ce que le comité scientifique peut dire un milieu de recherche varié, ouvert à cette approche. On commence à ouvrir hein, la tête des chercheurs et les faire comprendre que l'interdisciplinarité est quelque chose de très utile. Des relations partenariales ont été créées, adossées à la production des vrais savoirs opérationnels locaux, issus de l'expérience. Et ça, de nouveau, c'est un résultat très intéressant. L'interdisciplinarité élargie a été pratiquée dans de nombreux projets. Et des méthodes ont été utilisées qui proviennent aussi bien des sciences humaines et sociales en général, des sciences du territoire, que des sciences de l'environnement et agrobiologiques. C'est-à-dire, les méthodes sont vraiment transversales, je ne sais pas si sont féminins, mais ils sont transversales aux disciplines. L'implication d'acteurs et des territoires et d'organismes non académiques, hein, qui est très variable hein, selon les projets, est un des points forts du programme considéré dans sa globalité. On est réussi dans cette histoire, dans cette atteinte, en général, dans sa globalité. PES2R4 confirme que la participation des partenaires non académiques joue un rôle essentiel dans l'élaboration et dans la diffusion des résultats de recherche. Et ça, c'est de nouveau quelque chose dont on doit être fier. PES2R4 a permis la réalisation d'une production scientifique abondante et de qualité. Comme j'ai déjà dit, j'ai vu dans des revues internationales la production qui vient de PES2R. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Hein. Le bilan quantitatif, mais aussi qualitatif, hein, des publications et des communications scientifiques, notamment à l'international, est très important. Hein, et là, on le voit. Et on reconnaît que ça vient du programme. Le programme a permis de produire de nouvelles connaissances et méthodes, hein, en particulier dans le champ de la recherche-action, notamment en ce qui concerne l'écologisation des pratiques et le développement des recherches agroécologiques. Le programme a ouvert de nombreuses perspectives d'action publique et ça, c'est vraiment de nouveau quelque chose, un bout absolument fondamental.
et entre autres dans le domaine de la formation. Hein. Et ça, mais pas seulement. Hein. Et ça, de nouveau, on a obtenu quelque chose de très important. On apprécie un degré assez élevé d'opérationnalité de nombreux résultats, dépassant leur périmètre d'étude. Hein. Là, il y a de l'originalité. Hein. Parce que ça veut dire que l'académie est capable, avec l'aide des acteurs locaux, de vraiment avoir donné des solutions pratiques, hein, et opérationnelles. Le programme apparaît particulièrement fécond en termes de production d'outils à employer dans une perspective de développement territorial durable et de transition agroécologique. Et plus en général, et ça c'est très important pour le futur, on constate l'existence d'un apprentissage pour la co-construction des projets. Il y a un apprentissage. C'est un apprentissage long, mais précieux, qui relève que la recherche a le potentiel pour générer des dynamiques locales et repenser l'évolution des territoires en lien acteurs académiques et entreprises sur des enjeux locaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Dans les régions pionnières de PS2R, la capacité des équipes à se mobiliser autour des enjeux locaux et des savoir-faire partenariaux innovants dans un pays centralisé comme la France a eu des effets bénéfiques d'entraînement sur les autres régions. Il y a un apprentissage qui va dehors les confinements de territoires régionaux. Et ça, c'est de nouveau quelque chose que comme comité scientifique, on a vraiment apprécié. Comme j'ai déjà dit au début, il y a des faiblesses, hein, qui on ne doit pas oublier. Hein. J'ai dit et j'ai souligné beaucoup que l'interdisciplinarité est là, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est complète. Et je dois dire qu'on a remarqué que peu de projets ont réussi à articuler complètement les champs disciplinaires, privilégiant parfois l'un par rapport aux autres. Hein. L'équilibre entre pratique et théorie a été difficile. Hein. Le programme a permis un dialogue entre chercheurs et acteurs, et comme j'ai dit, il y a des solutions concrètes, hein, qui sont là grâce au projet. Mais en revanche, les remontées à la théorie, hein, qui devrait être un autre objectif majeur, ne sont souvent pas au rendez-vous, affaiblissant ainsi le statut des travaux menés. On doit faire encore un effort. On va de la théorie à la pratique, mais de la pratique à la théorie, ça c'est encore un peu plus compliqué et il manque. Par ailleurs, nombre de chercheurs, entreprises font appel au plan méthodologique à des pratiques dites d'observation participante ou de recherche-action. Ces pratiques présentent des avantages évidents pour les chercheurs, observateurs, acteurs, mais, attention, peuvent présenter des biais majeurs si elles ne sont pas accompagnées d'un protocole rigoureux. Ça veut dire que dans des fois, il y a des situations dans lesquelles le comité scientifique a remarqué que les techniques, hein, les pratiques n'ont pas tout à fait suivi un protocole rigoureux qui les font si que ces pratiques sont fortes et remarquables. Lorsque la recherche est menée directement avec les acteurs de terrain, par exemple les agriculteurs, les partenaires classiques du développement, par exemple les conseillers agricoles,
se sont délassés, mis à l'écart du projet du changement. Et ça les démotive. Et ça, c'est vraiment un péril, un problème qu'on ne doit pas oublier dans le programme suivant. On ne doit pas perdre les partenariats classiques qui sont déjà là. Hein. Les projets interrégionaux qu'on a essayés sont plus compliqués. On a compris qu'ils sont plus compliqués que les autres. Et pour des questions d'équilibre entre équipes et pour d'autres raisons. Alors ça, si on veut le faire, on doit faire attention aux problématiques qui se sont rencontrées dans le PES2R 4. Alors, quelles sont les conclusions pour ce programme? Bon, avec cette génération, la quatrième, on est arrivé à l'âge adulte, comme on dit. Même si l'interdisciplinarité est encore délicate à maintenir entre sciences économiques, sociales et sciences agronomes, et attention, ça c'est quelque chose de très important, la généralisation des résultats scientifiques est délicate. Mais on peut dire qu'actuellement, le PES2R est un programme reconnu. Les chercheurs publient beaucoup et les acteurs locaux diffusent leurs résultats, illustrant la pertinence de la recherche régionale qui accepte les protocoles scientifiques forts. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur? Les nouveaux programmes, transition entre territoires de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, TETRAE. Bon, ce qu'on peut dire est qu'il doit absolument être ambitieux comme les précédents, si pas plus. TETRAE ne part pas de rien, elle peut s'appuyer sur les socles solides de PES2R. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais il doit être plus ambitieux pour ce qui concerne l'interdisciplinarité, demander plus en termes d'interdisciplinarité, de partenariat, de valorisation scientifique, qui sont les trois bases pour le programme, mais aussi pour la dimension territoriale au cœur des questions de recherche. Les caractéristiques qu'on voit du nouveau programme sont qui peuvent caractériser le nouveau programme sont les implications pour la société civile, pour la conception et l'usage de ces démarches, et une recherche plus dédiée aux enjeux de transition, donc aux innovations de rupture et du changement d'échelle des pratiques réellement innovantes. On peut seulement dire bonne chance au nouveau programme, sans oublier que le développement régional garde toute sa pertinence dans un programme centré sur la transition. Et son succès même est lié à cette interprétation. En retournant sur l'expérience de PES2R, on peut dire comme comité scientifique que l'effort en vaut absolument la peine. Avant de vous remercier de votre attention, j'ai oublié au début de remercier mes collègues du comité scientifique. J'ai dit que j'avais des problèmes à venir à Paris au début et à la fin de ce programme, mais dans ces 5 années, j'ai eu la possibilité d'être à Paris pour toutes les réunions du comité scientifique et de connaître, parce que je ne connaissais pas, toutes les personnes et les collègues qui étaient là et qui sont des personnes exceptionnelles. Ils ont donné beaucoup de temps pour que la qualité du programme soit suivie d'une façon objective. Et j'ai vraiment apprécié le temps que j'ai dédié avec eux aux réunions et au programme. Et maintenant, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.
Merci beaucoup, Roberta, pour ce bilan clair et qui appelle un grand nombre de questions. Alors, vous n'oubliez pas, hein, tous, autant que vous êtes, vous pouvez apporter vos questions dans le chat. Alors, moi, je vais ouvrir le bal avec une première question. Je pense que vous avez mis, le conseil scientifique, la main sur la question majeure de ce type de programme et qui va se poser aussi sur le prochain, qui est la montée en généralisation, en généricité des travaux qui sont faits sur des territoires et comment est-ce qu'on en extrait des informations, des règles du général. Alors, comment le conseil scientifique peut nous éclairer et quelle est votre position et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment on peut améliorer ça? Je laisse la parole à Alain. Bonjour à tout le monde. Finalement, c'est une question cruciale parce que PSDR, en fait, est animé par une problématique de recherche-action, en fait, très, très fortement. Ce qui donne des recherches qui sont très appliquées en liaison avec les partenaires, avec des terrains extrêmement riches, extrêmement complexes. Et en même temps, on observe une certaine difficulté, finalement, à extraire de tout cet immense travail des conclusions ou des enseignements qui seraient plus généraux et transposables d'un terrain à un autre, d'une expérience à une autre. Alors, je pense qu'il faut être très prudent sur la possibilité de transposer parce que les travaux insistent, par exemple, beaucoup sur la diversité des modèles. Et donc, voilà, si on extrait de la particularité d'un modèle quelque chose qui pourrait être transposé à d'autres situations, ça pourrait être assez dangereux. Donc, il faut respecter cette diversité, mais en même temps, il faut certainement la penser. Et à mon avis, pour répondre à ta question, Cécile, je pense que ça passe par ce qu'on a appelé dans le rapport la remontée vers la théorie. Je pense que la réflexion théorique, le cadre théorique, c'est quand même le moyen de relier des expériences différentes et de tester si les expériences et les enseignements d'une expérience sont transposables à d'autres contextes. Donc je pense que ça, à mon avis, c'est le rôle de la théorie. Hein. Alors, c'est peut-être aussi ce qui manque à certains projets, c'est peut-être que le cadre théorique dans lequel ils s'inscrivent est un peu, disons, un peu flou et un peu évanescent. Et c'est aussi largement dû à l'aspect interdisciplinaire aussi du programme de recherche. C'est qu'est-ce que c'est qu'un cadre théorique qui serait non pas unifié, mais qui serait plus ou moins intégré, dans lequel se reconnaîtraient les différentes disciplines. Ça n'a rien d'évident. Mais je pense que c'est praticable quand on a une tonalité, une dominante dans un projet. Par exemple, il y a des projets, Roberta l'a bien souligné, il y a des projets qui sont principalement en sciences sociales, quoi. Donc, il devrait être possible dans ce cadre-là de s'entendre un peu sur un cadre théorique qui articule l'économie, la géographie, la science politique, la gestion. Enfin, c'est un peu plus difficile, évidemment, à négocier lorsqu'on est dans une problématique interdisciplinaire avec les sciences biotechniques et sciences sociales. La réponse est la théorie. Alors, merci de ce premier élément de réponse. Je me suis posé la question, moi, de la place des groupes transversaux dans aussi ce type d'exercice. Est-ce que, en fait, les groupes transversaux, ils apportent justement une réflexion au travers de différents programmes, et est-ce qu'ils peuvent être mis au service de cette construction ex post ou non? Dit autrement, est-ce que vous pensez que pour le prochain, il nous faut des groupes transversaux ou non? Voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont apporté et comment on peut peut-être mieux en sortir des choses ou pas? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été moins bien fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux sur ces questions-là? Bernard, tu veux que je réponde? Oui, d'abord, comme Roberta l'a souligné, je pense qu'il faut remarquer qu'ils ont fonctionné. Bon, l'idée avait été lancée déjà dans PSR 3.
ils ont fonctionné alors que ça n'avait rien d'évident et on avait nous-mêmes des doutes en fait au départ. Un groupe transversal qui marchait mieux que d'autres, etc. Mais finalement, ils ont fonctionné tous les trois. Et oui, on attend précisément peut-être de ces groupes transversaux, ça pourrait être leur fonction, d'essayer de recadrer un peu les différents travaux, les différents projets, pour en extraire finalement des enseignements un peu génériques. Ça pourrait être le lieu, en fait, un des lieux de transformation des résultats particuliers en résultats plus généralisables. En tout cas, on pourrait examiner cette question. Et je crois que le conseil scientifique est tout à fait favorable disons, à la reproduction de cette initiative et à son enrichissement. Comme le disait Roberta, on n'a pas encore eu les rapports qui doivent être livrés en décembre. Donc, c'est vraiment en examinant ces rapports qu'on pourrait vraiment répondre à ta question. Mais l'intuition, c'est que oui, ils ont un rôle positif et il faut bien qu'ils en soient conscients et que D'ailleurs, on observe, je n'ai pas fait la sociologie de ces groupes transversaux, mais j'observe en fait que ces groupes transversaux sont composés quand même des chercheurs les plus expérimentés ou les plus impliqués dans la volonté de dépasser simplement le cadre de leur recherche. Alors, je vois que dans le chat, il y a Florence Beaugrand qui a un point de vue sur la question des groupes transversaux. Alors, la technique étant pas pour moi mon fort, est-ce que Florence peut prendre la parole dans le cadre du dispositif, c'est-à-dire pour lui laisser la possibilité d'exprimer ce que les groupes transversaux devraient pouvoir apporter? Sinon, je peux le faire, mais ah non, donc voilà. Donc Sabine me répond que non, alors je vais me faire la porte-parole de Florence qui dit donc et comme ça vous pouvez tous le lire. Voilà, elle a 3 points. Elle dit 1, il faut qu'il soit budgété dès le début avec une animation. 2, il faut que leur production soit un peu décalée dans le temps, bien sûr, puisque il s'appuie sur. Et puis il faut qu'il soit l'occasion de relations entre les jeunes et qui permet d'acculturer aussi les jeunes scientifiques. Alors là, elle donne aux groupes transversaux des pistes pour dire comment est-ce qu'on peut faire mieux vivre ces groupes transversaux. Est-ce que vous voyez d'autres pistes donc j'entends bien qu'ils soient très bien construits au départ, c'est le premier point. 2, peut-être qu'ils peuvent démarrer pas forcément au tout début. Alors là, je ne suis pas forcément d'accord avec Florence Beaugrand, dans le sens où je me dis peut-être que dès le début, la construction peut être aussi, c'est-à-dire quand on vient en décalage, parce que l'intérêt, c'est qu'aussi ces groupes transversaux, ils peuvent nourrir la construction des programmes. Donc ça je sais pas, je suis pas sûre que je serais forcément d'accord avec le deuxième point. Le premier, complètement. Et puis le deuxième, c'est aussi leur donner un rôle de formation alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces points-là ou est-ce que vous pensez que d'autres pourraient être complétés? En fait, vous n'avez pas encore fait complètement l'évaluation, donc vous n'avez pas toute la visibilité de ce que... Le point 1, il est indiscutable. Enfin, c'est le point 2, il faut quand même des premiers résultats pour que les groupes transversaux puissent fonctionner. Je me souviens d'ailleurs qu'ils ont commencé vraiment à fonctionner lors de l'école chercheur qui, d'après mes souvenirs, avait lieu 1 an après, en fait, le lancement. Oui, fin 2016, début 2017, ouais. Non, mais il faut quand même des premiers résultats pour qu'ils aient du grain à moudre. Enfin, sinon, c'est un peu difficile. Et sur le point 3, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, formation croisée envers les jeunes scientifiques? Moi, j'ai l'impression que ces groupes transversaux sont vraiment structurés par les chercheurs les plus expérimentés. Parce que ce n'est pas forcément évident D'abord, ce n'est pas évident d'abord sur son propre projet de remonter à la théorie. C'est encore moins évident de brasser un ensemble de projets qui sont rassemblés sous une même thématique générale et qui sont moins des projets qui sont différents. Alors,
effectivement, l'idée, c'est certainement que dans ces groupes transversaux, il y ait des jeunes scientifiques aussi qui participent, encadrés par les chercheurs les plus expérimentés. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, toujours dans le chat, nous avons des commentaires sur... Alors, mais une remarque de Christophe Lecomte sur l'article... Grosso modo, c'est quand même derrière la question qu'il pose, c'est l'articulation entre le programme PSDR4 et Tetrae. Donc, celui-ci, il faut qu'on l'instruise. C'est tout à fait... Ça, il y a une vraie question qui est comment est-ce qu'on articule, comment est-ce qu'on fait bouger? Parce que comment on tire les enseignements de l'ensemble de ce que vous avez dit, et c'est important d'avoir le retour du conseil scientifique pour construire le prochain, c'est-à-dire construire sur les acquis et aussi les choses qu'on a moins bien fait. Alors, je suis convaincue de la nécessité, mais nécessite un gros travail. Oui, d'accord, donc ça c'est la réponse d'André, ok, très bien. Oui. Un gros travail d'animation. Ah, alors l'autre question, voilà, c'est de Marie-Claude Lemoine, c'est comment est-ce qu'on va au-delà. Alors, le fait est qu'on peut imaginer, ça peut faire partie de l'articulation entre les deux programmes, puisqu'il y a un travail qui nécessite la suite, et il faudra qu'on voit comment est-ce qu'on fait pour que l'action ne soit pas arrêtée, quoi. Donc ça, j'entends bien, voilà, pour le coup, je prends ma casquette de direction scientifique, qu'il ne faut pas qu'on rate la perte de la production qui a été faite dans ces groupes transversaux. Tout à fait. J'avais... Alors on va peut-être, après maintenant, au-delà des groupes transversaux, revenir sur l'ensemble de l'intervention. On a encore quelques minutes. J'avais une question. Vous avez soulevé, n'hésitez pas, hein, au-delà des groupes transversaux, si vous avez d'autres. Donc, en fait, le chat, on va pouvoir le garder pour s'appuyer sur vos remarques pour la suite. Moi, j'avais une question que vous avez soulevée très fortement aussi, les rapports du groupe en disant donc qu'il y a eu tout un travail sur l'écologisation des pratiques, il y en a eu sur la formation, et puis vous avez dit c'était important aussi en termes d'action publique. Alors là, j'aimerais bien que vous précisiez ce que vous avez vu sur l'apport de ce travail en termes d'action publique dans les territoires, parce que c'est aussi une question importante de l'articulation entre la science et la mise en œuvre. Donc, comment ça s'est concrétisé? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin? Comment? Ou faut pas? Alors d'abord, comment ça s'est mis en œuvre? Je crois qu'il y a, disons, un résultat des travaux qui est absolument indubitable, c'est que ces travaux ont produit des connaissances qui permettent d'éclairer la décision publique. Donc, on a la production d'outils d'aide à la décision, on a la production d'outils, aussi des grilles d'évaluation aussi de ce qui était fait. Donc, ça permet un peu d'encadrer, disons, par les connaissances produites, les décisions publiques. Il y a un point, à mon avis, qui reste, c'est mon sentiment un peu personnel, qui reste en chantier, qui devrait être approfondi dans le futur programme Tetrae, c'est que les acteurs publics doivent eux-mêmes changer. Ils doivent changer leur système de référence, leur cadre d'action, etc. Et ça fait partie de la transition. Et donc là, c'est quelque chose d'un peu plus difficile. Autant, je pense que les résultats PSR4 éclairent très bien la décision publique, ce qu'il faudrait faire, et en même temps, ça implique une modification, une transformation des comportements même des acteurs publics, de leur système de référence, de leurs normes, et éventuellement des réglementations, etc. Et donc là, je pense que le chantier reste davantage ouvert. C'est très bien souligné d'ailleurs dans les différents rapports qu'il y a des difficultés qui se posent, y compris aussi au niveau des acteurs publics. Il n'y a pas simplement que les agriculteurs, que le conseil aux agriculteurs, il y a aussi la formation,
il y a aussi les acteurs publics eux-mêmes qui sont impliqués dans cette transition. C'est intéressant ta réponse parce que je vois dans le chat Hélène Rappé qui souligne l'importance dans l'interaction entre les acteurs et les chercheurs des profils métiers. Alors des profils métiers aussi bien, moi je pense aussi bien chez les chercheurs que chez les acteurs. Et une de nos idées dans la réflexion du prochain programme, c'est de proposer dès le montage du projet un accompagnement avec une formation à la co-construction. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on rate sur cette histoire? Parce que justement, c'est bien l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on parte avec des connaissances communes, ou au moins, comme disait Roberta tout à l'heure, un vocabulaire, enfin bon, qu'on s'entende et qu'on apprenne à construire ensemble. Et alors, est-ce que vous pensez que ça peut répondre à un des problèmes que, voilà, quand Hélène Rappé dit on a des succès, des échecs, mais on a certainement aussi des problèmes de profil, parmi lesquels on a des acteurs qui sont plus ou moins capables. Alors voilà, est-ce qu'une formation au moment, enfin voilà, pour construire, encadrer, est-ce que ça vous paraît une solution ou est-ce que c'est, de votre point de vue, comme disait Roberta, irréaliste dans l'esprit de Michel Sébillot? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà dans le domaine de la co-construction. Il y a un savoir-faire assez incroyable qui a été produit dans le cadre des programmes PSDR. Et la plupart des porteurs de projets et de leurs équipes savent comment co-construire, je pense. Alors, ce qui serait intéressant de faire un bilan là-dessus aussi, parce que il y avait des petites questions là, à la fin des grilles d'évaluation des projets. Il y avait des choses intéressantes d'ailleurs, ce que disaient les porteurs de projets sur les relations avec les partenaires. Oui. Effectivement, je pense que tu as raison, il y a un problème de métier, c'est-à-dire que le métier de partenaire lui-même est impacté, c'est-à-dire qu'on sollicite quand même pas seulement l'aide des partenaires, mais on sollicite aussi leur intelligence, leur contribution aussi à la réflexion. Et là, on voit bien qu'une chose est de permettre d'être un facilitateur de la recherche, autre chose d'être davantage impliqué et de participer véritablement à la réflexion. Du côté des chercheurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a comme un changement de métier qui s'opère. Le chercheur, ça doit être aussi un entrepreneur parce qu'il doit gérer ses relations avec les partenaires, ce n'est pas du tout évident. Et il est lui-même impacté par les problèmes de transition. Qu'est-ce qu'on attend du chercheur? J'en profite pour souligner que vendredi à 14h, il y a une table ronde avec les animateurs du futur programme Tetrae, où je pense que ces questions-là vont être abordées. Mais qu'est-ce que c'est que que devient la recherche lorsque on est dans des programmes un peu de recherche-action, je dirais même de recherche-transformation. Et comment on peut exploiter les résultats de ça du point de vue de la recherche, ce n'est pas forcément évident, quoi. Donc, il y a une réflexion à faire. Là, si effectivement on est déjà un peu au clair là-dessus, on peut envisager des programmes de formation, mais je pense quand même qu'il faudrait y réfléchir en tant que tel. Alors, je vois le temps qui s'écoule, on est au bout et on va essayer de ne pas faire comme la semaine, comme hier, où d'un coup, poum, on a perdu André. Voilà, il reste 2 minutes. Donc, c'est impitoyable. Ouais, mais au moins là, on se tient au chronomètre. Bon, je vais conclure pour d'abord remercier le conseil scientifique, Roberta en premier chef, pour avoir piloté et présidé ce conseil scientifique, et puis l'ensemble des membres du conseil scientifique qui ont suivi pendant 5 ans. Et comme l'a dit Roberta, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et le programme est au bout et on y est. Donc voilà, merci beaucoup. Ces éléments que vous nous avez apportés vont nous aider à construire le prochain. Et donc merci à Alain d'avoir souligné que demain, il y aura une table ronde autour de comment est-ce qu'on va
au-delà, un pas après, et comment on construit un nouveau programme en gardant cet esprit sébillot et en faisant un pas de plus. Et c'est vrai que les Living Labs nous amènent des éléments pour se dire comment est-ce qu'on peut construire, continuer d'innover dans ces recherches-là. Et puis, eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine séquence en étant raccord dans le temps. Merci Cécile et merci Alain. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.